L'ONU appelle à éviter toute nouvelle escalade entre les États-Unis et le Venezuela. Un appel que ne semble pas avoir entendu Donald Trump, qui a menacé de nouveau le Venezuela hier. Écoutez Donald Trump. Si c'était une guerre, ce serait l'une des pires guerres. Je crois qu'ils ont tué au cours des 5 ou 6 dernières années par an de 200 000 à 300 000 personnes. Ils constituent une menace militaire directe pour les États-Unis d'Amérique. Ils essaient de droguer notre pays. Alors, Donald Trump impose un blocus maritime total contre les pétroliers du Venezuela. Que vise-t-il? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette montée en tension, Ksenia Fedorova? Est-ce qu'il vise, et il le dit, la lutte contre les cartels de drogue, contre l'immigration illégale? Ou derrière, est-ce qu'il faut y voir une volonté de voir s'effondrer le régime vénézuélien de Maduro? Non, je pense que c'est plutôt ça. Je pense que c'est plutôt ça, renverser les régimes, faire le nouvel régime. En l'asphyxiant finalement, c'est ça? Oui, mais je pense qu'il peut aller plus loin. Je pense qu'il peut aller jusqu'à opération militaire. C'est quelque chose qui est en tous les cas dans les médias et on discute de tout ça. Et je pense que derrière le changement des régimes, c'est évidemment les intérêts pour le pétrole. Comme Venezuela est un pays riche en pétrole, Donald Trump est très intéressé par les ressources. Si on regarde l'histoire, l'invasion en Irak, par exemple, c'est profité beaucoup à l'industrie pétrolière américaine. Donc, je pense que les prétextes sont pas tout faux. Comme en Irak, c'était un faux prétexte, mais en Venezuela, on peut parler des cartels, etc. Mais le vrai objectif, c'est ça, changer Maduro et mettre la main sur les ressources vénézuéliennes. Oui, finalement, pour Donald Trump, à chaque fois, il y a aussi un motif économique derrière, Jules Torres. Oui, je pense qu'il y en a deux. Je pense que d'abord, le premier, c'est en effet un intérêt économique. D'ailleurs, quand on voit les négociations et le plan de Miami que Trump et que M. Witkoff a négocié avec les Russes, il y a aussi un intérêt économique. Donc on le voit aussi avec le Venezuela. D'abord, c'est un petit peu l'ennemi public numéro 1 avec Cuba dans la région, le Venezuela, que le régime de Maduro n'est pas tellement favorable aux États-Unis, dit à Donald Trump, et donc qu'il aimerait en effet mettre plutôt un pays ami. On voit très bien ce que Donald Trump est en train de faire, par exemple, avec Javier Milei, avec de la coopération, des accords économiques. Il veut que dans la région, il n'y ait que des alliés. Et puis je pense aussi qu'il y a une deuxième chose, c'est renverser le régime, je ne vais pas dire communiste, mais d'extrême gauche de Nicolás Maduro, qui est l'un des principaux responsables du narcoterrorisme qui vient même jusqu'en France, qui fait de la traite d'êtres humains, où il y a de nombreux meurtres et de nombreux enlèvements. Donc je ne suis pas sûr que ça colle parfaitement au récit américain et ça ne colle pas du tout aux valeurs qui sont portées par l'oncle Sam. Donc il y a ces deux choses-là. D'abord économique et ensuite de renverser un gouvernement qui aussi, on peut le dire, martyrise complètement son peuple. Vous y croyez à ce que dit Ksenia Fedorova? C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des opérations militaires même? Je ne sais pas. Je pense que Donald Trump est capable d'aller jusque-là. En tout cas, vu qu'il est capable de tout, de toute manière, je pense qu'il est capable de ça. Ça commence par un blocus et ensuite, après, il faut voir est-ce que le peuple vénézuélien est aussi prêt à se soulever. On a eu ce débat, souvenez-vous, quand les États-Unis ont bombardé l'Iran il y a quelques mois. Est-ce que le peuple iranien était prêt à être aidé ou est-ce qu'il se soulevait de lui-même pour renverser l'horrible régime des mollahs, des gardiens de la révolution? On peut poser cette question aussi avec le Venezuela qui, rappelons-le, est une dictature et quand on vit dans une dictature, c'est toujours très difficile de se soulever. Attention parce que le peuple vénézuélien, par exemple, si on parle de prédécesseur de Maduro, Hugo Chavez, il était très très aimé par le peuple vénézuélien. Je fais une différence entre les deux. Oui, mais je pense que Maduro, c'est plutôt un legacy de Chavez et les raisons pourquoi il a cette popularité de ses gouvernements, c'est parce que le peuple vénézuélien n'était pas du tout dans une bonne situation, même avec tous les
entreprises privées qui sont profitées les richesses de Venezuela, mais en fait, le peuple ne sont pas du tout touchés à cette richesse. Donc, malheureusement, c'est ce qu'on voit, ce qu'on a vu en Russie dans les années 90, par exemple, après la chute de l'Union soviétique, un pays riche en pétrole et en gaz, mais en fait, peuple très pauvre parce que les oligarches sont pris les richesses et en fait, sont profités de la situation, mais le pays était dans les ruines. Et je pense que c'est pour ça, en fait, ce changement a été facile et Hugo Chavez était élu. Et les États-Unis ont fait plusieurs tentatives pour renverser Hugo Chavez, ne sont pas réussis. Et avec Maduro, je pense que ça sera peut-être un peu plus facile parce que on voit que le peuple souffre toujours, mais je ne pense pas que ça sera une libération du peuple vénézuélien parce que malheureusement dans notre monde ce qui compte c'est l'argent et la richesse de ces entreprises. Donc là je ne suis pas sûre et je ne vais pas dire que ça sera une bonne chose pour le peuple vénézuélien. Ce conflit entre le Venezuela et les États-Unis pourrait-il avoir des conséquences sur le plan de paix ou le futur plan de paix entre l'Ukraine et la Russie, dans le sens où Donald Trump pourrait peut-être mettre un peu plus de pression pour une signature parce qu'il a, entre guillemets, autre chose à faire maintenant avec le Venezuela? C'est une très bonne question. Moi, j'ai un avis que les États-Unis sont capables de jouer dans plusieurs fronts différents. Je sais qu'il y a des opinions qui non, ça sera trop compliqué pour eux, mais je pense qu'ils ont l'habitude et l'expérience de les faire. Ils font les guerres un peu partout depuis des années et ils sont capables de faire tout ça. Mais je pense que psychologiquement, ce qui est plus important pour Donald Trump, c'est être considéré plutôt comme président de paix. Et s'il commence son opération militaire en Venezuela, c'est-à-dire qu'il est désespéré, il a besoin vraiment d'influencer le marché du pétrole et il a besoin d'accès aux nos ressources. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est encore dans l'espoir qu'il peut être, dans les livres d'histoire, il sera considéré comme le président qui a arrêter les guerres et pas créer le nouveau. Donc pour l'instant, il mise sur le blocus, blocus économique. Un dernier mot, Jules Torres. C'est vrai qu'on avait eu ce débat lorsqu'il fallait parler du prix Nobel de la paix, où tout le monde disait c'est vrai que Donald Trump n'a pas créé de guerre. Je vous rappelle quand même qu'il n'en a pas créé de 2016 à 2020 et depuis qu'il est arrivé. Et surtout, il a résolu tout un tas de conflits. Il y a évidemment le cessez-le-feu à Gaza. On a vu ce qu'il avait fait aussi entre l'Inde et le Pakistan. Donc c'est vrai que Donald Trump va se poser comme ça. Et puis c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est que maintenant, il va y avoir des midterms. Il a une base MAGA, parce que Donald Trump a quand même été élu sur le slogan America First, l'Amérique d'abord. Et donc c'est vrai que nous, Européens, on a quand même tendance à le voir sur les conflits internationaux depuis, mais il y a aussi l'aspect intérieur. Il y a une économie américaine qui se porte pas forcément extrêmement bien. Il a encore un taux d'approbation et un socle extrêmement solide, mais il y a des élections extrêmement importantes de mi-mandat sur lesquelles il va devoir s'atteler.